Merci Charles pour cette approche décapante qui nous permet effectivement de soulever le voile de l'enseignement des faits religieux pour voir ce qu'il y a en dessous. Et je vais immédiatement passer la parole à Michel. Nous ferons un petit moment d'interrogation de la salle à la fin des deux premiers exposés pour que justement il nous parle d'un cas pratique. Michel, tu as la parole. Si l'on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'un enseignement laïque du fait religieux ou des questions religieuses ? Quelles sont ses modalités éventuelles actuellement et ses difficultés? Quelles formes devraient être mises en œuvre demain? Avec quels acteurs du monde de l'enseignement? Avec quels moyens? Eh bien, au risque de décevoir certains, je ne m'inscrirai pas dans ces débats que d'autres traiteront bien mieux que moi. Mon propos va en effet vous paraître peut-être décalé. Il va en effet présenter le cas d'un territoire quelque peu exotique, et pour permettre d'appréhender la situation actuelle, il doit débuter par une rapide évocation historique. La Révolution française n'a malheureusement pas pu donner un contenu concret aux fulgurances de Condorcet en matière d'instruction publique. Napoléon Bonaparte, premier consul puis empereur, fait la paix avec l'Église catholique et inaugure une longue période où quelques cultes sont reconnus, salariés et subventionnés, mais aussi contrôlés par l'État. Il me faut à ce propos rappeler, c'est un peu un dada pour moi, que le Concordat de 1801 ne comporte aucune allusion à l'école, et donc que la dénomination de concordataire pour désigner tous les régimes dérogatoires d'Alsace et de Moselle n'est qu'une facilité de langage. Mais passons. La loi de 1808, sous l'Empire, créant l'université impériale, précise que, je cite, « L'enseignement public dans tout l'Empire est confié exclusivement à l'université. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'université et sans l'autorisation de son chef. Nul ne peut ouvrir l'école ni enseigner publiquement sans être membre de l'université et gradué par l'une de ses facultés. » Sous la monarchie de Juillet, en 1833, la loi Guizot impose la création de nombreuses écoles primaires, mais ouvre très largement la possibilité d'ouvrir des établissements privés. Enfin, en 1850, la loi Fallou reprend l'esprit des textes précédents en inscrivant l'enseignement religieux en tête des programmes scolaires de l'enseignement primaire. Elle accorde en plus aux représentants des cultes un pouvoir considérable de contrôle de toutes les écoles élémentaires. Voilà la situation en 1871, lorsque, du fait de la victoire militaire prussienne, les territoires qui forment aujourd'hui les départements de la Moselle et du Rhin deviennent allemands pour un peu moins de 50 ans. Les autorités allemandes acceptent de maintenir un certain nombre de lois françaises, dont la loi Fallou, tout en l'expurgeant des modalités de contrôle de l'école par les cultes, et renforçant en revanche le contrôle de l'État sur l'ouverture d'écoles privées. C'est aussi un obscur texte allemand de 1887 qui étend à l'enseignement secondaire l'obligation d'enseigner la religion. Après la victoire de 1918, la Moselle et l'Alsace redeviennent françaises et obtiennent le privilège, le mot est important, de conserver de nombreuses lois en vigueur à cette époque, et notamment celles imposant l'enseignement religieux à l'école. Les lois dites Ferry et la loi de séparation de 1905 ne s'appliquent donc pas dans les trois départements. Je pourrais vous relater dans le détail l'évolution de cet enseignement religieux depuis 1918. Je résume ici très succinctement. Premièrement, la durée des cours de religion au primaire est assez rapidement passée de 4 heures par semaine à 1 heure. Ensuite, une possibilité d'une dispense que peuvent solliciter les parents a été progressivement mise en place. Troisièmement, on est passé d'écoles strictement confessionnelles, catholiques, protestantes ou juives, à des établissements pluriconfessionnels. Depuis 1974 aussi, les instituteurs, ils s'appelaient encore comme ça à l'époque, sont dispensés de participer activement à l'enseignement religieux, qui n'est plus délivré que par des personnes désignées par les cultes. Enfin, l'action déterminée du mouvement laïque a permis de faire évoluer l'attitude des autorités académiques qui ont cessé assez récemment de participer activement aux manœuvres prosélytes. Toujours est-il que le Code de l'éducation dispose encore qu'une des 24 heures hebdomadaires de l'enseignement primaire
est obligatoirement consacré à l'enseignement religieux, ce qui fait un total cumulé de 180 heures du cours préparatoire au cours moyen 2. Et par un arrêt de 2001, le Conseil d'État a affirmé l'obligation pour la puissance publique d'organiser un enseignement religieux dans les établissements secondaires. Voilà pour l'histoire et la situation juridique actuelle. J'y ajouterai un dernier élément. Le Conseil constitutionnel, dans une décision historique de 2011, a rappelé le caractère provisoire de tout ce que l'on appelle le droit local et a prononcé l'interdiction désormais de le faire évoluer, si ce n'est pour le rapprocher du droit général de la République. Or, les sociétés alsaciennes et mosellanes ont évolué comme toute la société française. Et c'est ainsi que l'on assiste depuis une quinzaine d'années à une désaffection très importante des familles en ce qui concerne l'enseignement religieux. Le nombre d'élèves dispensés d'enseignement de la religion au primaire, le nombre de dispensés, longtemps inférieur à 20% des élèves, approche aujourd'hui les 50%, en moyenne des 3 départements, zone urbaine, zone rurale, etc. Au collège, il y a 80% de dispensés. Au lycée, 90% en moyenne des 3 départements, 98% en Moselle, où il n'y a plus que 2 lycées où un enseignement religieux est encore dispensé. Le score encore élevé au primaire, un peu plus de 50%, est significatif d'une pression sociale dans le village ou le quartier. Face à ce phénomène, c'est, passez-moi l'expression, panique à bord chez les responsables des cultes catholiques et protestants, les juifs étant et occupant une position marginale. Tout particulièrement en Alsace, où ces représentants des cultes trouvent le renfort de nombreux élus politiques surfant sur un sentiment identitaire exacerbé depuis la récente réforme régionale. Un récent article de la presse locale montre tout ce qui compte pratiquement comme élus politiques alsaciens soutenir les cultes dans leurs initiatives. Les cultes alsaciens, face donc à la désaffection, ont imaginé une parade, s'approprier un enseignement du fait religieux qui serait, selon eux, si mal dispensé par les enseignants de l'éducation nationale. Ils ont élaboré un projet très construit, dénommé EDII, Éducation au dialogue interreligieux et interculturel, un épais document. Ce projet prétend, dès son préambule, s'inscrire dans le cadre des missions publiques de l'école, telles que les a présentées le décret de 2015, que je cite. Mission publique de l'école sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dont l'annexe dispose que, je cite, pour mieux connaître le monde qui l'entoure, comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur notamment les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions. Le dispositif proposé par les cultes est totalement construit, avec un programme détaillé de la 6e à la terminale, un programme d'enseignement du fait religieux tel que peuvent l'envisager les responsables des cultes. Je retiens quelques titres de chapitres. Je cite « Approfondir les principes de la foi de quelques grandes religions » en 5e. « Aborder les grandes questions de la vie au regard des positionnements religieux » en 4e. « Identifier dans les religions les facteurs de paix » en 2e. Je m'interroge devant vous. Je m'interroge sur la manière de traiter le sujet présenté en 3e, je cite, « s'intéresser à la distinction entre savoir et croire ». Toujours est-il que pas une seule fois n'apparaissent dans ces programmes très détaillés les notions de liberté de conscience et bien entendu d'agnosticisme ou d'athéisme. Les cultes ont aussi conçu toute une organisation structurée avec 3 commissions. Celle des autorités religieuses, dite commission de pilotage, qui nomme les enseignants, valide le contenu des cours, et là seraient associés aux cultes reconnus catholiques, protestants et juifs, des représentants de l'islam et du bouddhisme. 2e commission, celle des contenus et supports pédagogiques, une commission technique. Enfin, c'est particulièrement intéressant, un comité de parrainage, où siégeraient les cultes, reconnus ou non, et des représentants de la puissance publique. Je cite,
les préfets, les recteurs, les députés et sénateurs, le conseil régional, les conseils départementaux, et pour faire bon poids, des représentants des parents et des experts évidemment choisis pour leurs compétences. Tout ce beau monde, évidemment dans le strict respect de la neutralité de l'État, aurait pour fonction, je cite, de se faire l'écho des demandes politiques et sociales en matière de connaissances religieuses, et donc de rendre un avis sur les programmes. Je rappelle que ce dispositif, s'il était validé par le ministère, pourrait s'inscrire à côté, en plus de l'actuel enseignement confessionnel de droit local. L'objectif de culte est de cibler au départ les établissements, collèges et lycées où le nombre de dispensés est le plus important. Mais à terme, c'est l'ensemble des établissements qui seraient concernés. Et ils espèrent que ces cours soient de fait obligatoires pour tous les élèves, sans possibilité de dispense. Ils auraient obtenu l'accord d'un certain nombre de chefs d'établissement et attendent l'accord du ministère de l'Éducation nationale. Cette initiative des cultes alsaciens ne doit pas être sous-estimée. D'abord parce qu'elle a été validée par la très officielle Commission du droit local d'Alsace-Moselle, dont je pourrais vous entretenir si vous le souhaitez. Parce qu'elle fait l'objet d'une intense offensive médiatique dans la presse locale, mais aussi nationale. Il y a eu un gros article dans La Croix il y a quelques semaines. Parce qu'elle a été présentée au président de la République lors de sa réception des représentants des cultes et au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, qui pour l'instant n'a pas daigné recevoir les représentants laïcs qui voulaient lui parler de ce sujet. En raison enfin d'un des aspects de l'argumentation développée par ces instigateurs, c'est-à-dire la possibilité de présenter aux élèves l'islam et le bouddhisme qui ne bénéficient pas d'un enseignement officiel dans le cadre confessionnel fixé par le droit local. Cet argument, j'ai pu en juger, ne laisse pas indifférents certains élus politiques. Le dispositif mérite un examen très attentif sur le plan constitutionnel. Doit-il ou non être considéré comme une mesure élargissant une disposition du droit local et de nouveaux bénéficiaires, islam et bouddhisme, ce qu'interdit le Conseil constitutionnel? Ce projet doit être combattu, et pas uniquement par les acteurs du mouvement laïque mosellan et alsacien. En effet, son application viendrait redonner de l'air à un enseignement religieux à l'école publique en train de perdre pied, notamment au collège et lycée. Mais, plus grave, sa validation par l'État serait le signe de l'acceptation, de l'intrusion des cultes dans la définition et la mise en œuvre des programmes qui sont aujourd'hui ceux de l'enseignement public. Je me dois de vous dire que nous avons localement reçu un concours tout à fait inattendu, celui de l'évêque de Metz, en Moselle, qui s'oppose au projet alsacien, car plus traditionnel, je n'ai pas dit traditionnaliste, il veut conserver intact le caractère étroitement confessionnel de l'enseignement religieux. Ce qui perturbe beaucoup, évidemment, les initiateurs alsaciens, mais qui continuent malgré tout leur offensive. Donc, il est évident que j'invite tous ceux qui ont un peu d'influence médiatiquement, politiquement, à participer au combat que localement, en Alsace et en Moselle, nous menons contre cette initiative des cultes, mais ça ne doit pas non plus nous faire oublier l'objectif constant de notre action, la suppression du régime dérogatoire actuel. Et si, à titre transitoire, un enseignement religieux confessionnel était maintenu au sein des établissements scolaires, il conviendrait d'obtenir au moins quelques mesures de bon sens qui ont d'ailleurs été proposées en 2015 par l'Observatoire de la laïcité. C'est-à-dire la suppression de toute mention d'obligation de l'enseignement religieux dans les textes officiels et la sortie de l'heure de religion des 24 heures hebdomadaires à l'école primaire, c'est ce qui serait la moindre des choses. J'ai fait, je crois, à peu près le tour de ce sujet un peu particulier qui s'insère un peu dans le reste de ce colloque et je suis prêt, bien évidemment, à répondre à toutes les questions que le temps permettrait de poser. Merci Michel Zelig.